Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où ça suscité. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne na la mona kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Premier numéro Critique Info, c'est un honneur de vous retrouver. Impact News parle de l'affaire de 15 millions de dollars de pétroliers. Il faut parler de la vérité, ce c'est autour de l'affaire du détournement de 15 millions de dollars. Le DG de Total et son CF pris la main dans le sac. Le gouvernement rassure, gratuité de base. C'est l'avenir qu'il pense. Et puis la trompette titre Félix Tshisekedi va frapper très fort. Mesdames et messieurs, voici ce que nous allons débattre aujourd'hui. Nous parlons de 3 grandes thématiques. La première thématique va tourner autour de ce que moi je considère comme un faux pas de ce gouvernement Ilunga. Et puis la deuxième partie, nous parlerons de cette modification de la Constitution que propose Delis Sesanga. Et nous l'avons intitulé « Modification de la Constitution, Delis Sesanga joue avec le feu ». Et puis la troisième, ce sera pour terminer, si la RDC pouvait faire mieux que la Chine, on en parlera. Est-ce que nous avons les moyens nécessaires de faire mieux que la Chine? Je dois vous rappeler que la Chine vient de construire, finaliser un projet de 6 mois de construction d'un projet faramineux, gigantesque. C'est vraiment ce qu'on appelle vraiment une mastodonte en termes de route, en termes d'infrastructure. 880 km de route, je veux dire, en l'air. Des routes qui traversent les airs, eh bien, c'est du béton, alors du vrai béton. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, rassurez-vous d'une seule chose, si l'on veut, en tout cas, on peut. Alors, nous parlons de cette question de ce gouvernement. Je dois d'abord rappeler aux Congolais une chose. Très souvent, les gens pensent que j'ai un camp. Et vous savez, je ne peux pas me justifier tous les jours de ça. Il y a des gens qui pensent vraiment au fond d'eux que j'ai un camp. Et si vous leur posez la question, dans quel camp je me trouve, ils disent, bah, lui, il est fasciste. Bah, il y a d'autres qui disent, non, mais lui, il soutient la Mouka. Il y en a même quelqu'un qui m'a dit, il m'a appelé au téléphone pour me dire, mais Christian, c'est pas possible, comment tu peux t'attaquer aux Équatoriens? Je ne savais pas de qui il parlait en réalité. Comment tu peux t'attaquer aux Équatoriens? Entre nous, on ne peut pas s'attaquer. Et c'est là que je comprends que le Congolais, nous n'avons pas encore compris la complexité de notre République. Ce pays demande beaucoup plus d'exigence que de n'importe quoi. Mais l'exigence ne veut pas dire une sorte de haine. Non. Mais ce qui est bizarre, c'est que ceux-là qui disent que tu es des Fachi, parce qu'eux se retrouvent dans la Mouka, ils pensent que vous êtes des Fachi. Ceux-là qui vous disent que vous êtes de la Mouka, c'est parce qu'eux se trouvent dans Fachi qui vous disent que vous êtes de la Mouka. Donc nous voulons attribuer aux autres nos problèmes à nous, qui nous dérangent à nous, et nous voulons opposer ça aux autres. Et il y en a même qui vont aller faire des déclarations mensongères sur les gens. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai soutenu l'alternance parce que je me suis battu pour l'alternance. J'ai perdu plusieurs fois mon emploi à cause de l'alternance. On se battait pour qu'il y ait alternance. On l'a eu, qu'on le veuille ou pas, on l'a eu. Cette alternance est là. Le problème maintenant, c'est de consolider cette alternance. C'est d'être vigilant par rapport à cette alternance, être regardant par rapport à cette alternance. Ici, il n'est pas question de soutenir un homme, parce que ça ne sert à rien de soutenir un homme. Ça ne sert à rien de soutenir un homme. Tous ceux qui ont soutenu des hommes ont été déçus dans un camp, et d'autres n'avaient pas de vision. Voilà pourquoi ils soutenaient des hommes. Nous ne soutenons pas des hommes. Nous soutenons un état d'esprit. Nous soutenons cette manière de voir les choses, cette manière de croire que le Congo, ce n'est pas un don à quelqu'un. Le Congo est une affaire de la responsabilité collective. Ça dépend de ce que nous allons vouloir faire de ce pays.
Et nous nous sommes battus pour l'alternance, nous l'avons. Donc nous nous battons encore que pour que cette alternance soit de plus en plus effective, de plus en plus intelligente. Parce que je l'ai toujours dit, on a eu une alternance compliquée, difficile, assortie de beaucoup de légitimité et beaucoup de problèmes. Mais le problème, quand les problèmes arrivent dans une société, c'est pour que les intellectuels puissent le résolver. On ne va pas rester en train de crier, d'écrire sur WhatsApp, sur Facebook, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Non, nous devons être des acteurs de changement. Ainsi, les morts des gens qui sont tombés dans la lutte de l'alternance ne tomberont pas pour rien. Au lieu de rester campés dans sa position en train de critiquer, sans proposer des solutions. Nous avons tous appelé à un changement. Et nous avons tous voulu que le gouvernement, moi, j'ai voulu que le système entier de Kabila puisse partir. Malheureusement, le système n'est pas parti, mais l'homme est parti. Maintenant, nous devons travailler à faire en sorte que le système puisse partir. Et le système ne peut partir que si nous travaillons tous ensemble, si nous nous battons pour résoudre le problème de façon globale. Et là, vous allez vous rendre compte que le problème va très bien se passer. Mais maintenant, regardez. On s'est demandé, on s'est dit, on s'est promis qu'il fallait qu'on change. On a attendu le gouvernement pendant 8 mois, 7 mois. Le gouvernement est enfin là. Et ce gouvernement, comme je l'ai dit, j'ai dit aux Congolais, soyons le plus exigeants que possible. Et moi, j'avais dit aux Congolais, je continue à les dire, ne m'attendez pas à applaudir pour ce gouvernement. Non, je n'applaudirai pas pour ce gouvernement. Je ne le combattrai pas non plus. Mais je combattrai toutes les actions que je considérerais comme des actions inutiles et surtout comme des actions mal dirigées. Tous les faux pas de ce gouvernement, moi, je le mettrai à nu. Parce que nous n'avons pas besoin de profanes. On n'a pas besoin de gens qui vont venir dormir au sommet de la République. Vous savez, lorsque le chef de l'État a parlé de l'ambition, lorsqu'il a parlé de la responsabilité, lorsqu'il a parlé du rêve, ça a envoyé un message. Le message que ça a envoyé, c'est que les gens doivent travailler et changer, faire mieux que ce qu'ils font déjà. Mais je crains, j'ai comme l'impression que le président est le seul à avoir beaucoup plus d'ambition que ses ministres et que le Premier ministre. Si vous entendez le président parler, vous vous rendez compte qu'il a un autre Congo dans sa tête, une autre vision du Congo qu'il a dans sa tête. Et lorsque vous suivez le Premier ministre dans son discours, vous vous rendez compte que c'était aussi un autre Congo que le Premier ministre s'est mis dans la tête. C'est déjà un premier problème. Parce qu'on dirait que les deux ne voient pas les Congos de la même manière. Un voit le Congo de plus en plus grand, un autre voit le Congo de plus en plus réaliste dans ce que moi j'appelle le réalisme accroupi ou bien le réalisme faible. Le réalisme faible ou contextuel, ça veut dire nous acceptons un contexte, on dit qu'on ne peut pas faire mieux que ce contexte. Et ça, c'est le langage des Congolais tous les jours. Non, on ne peut rien faire, c'est comme ça, faisons-le. Non, nous devons révolutionner les choses. Les hommes ont changé, les hommes ont apporté des routes dans les montagnes. Les hommes ont construit des maisons dans l'eau. Les hommes ont construit des maisons sur la surface de l'eau. Les hommes ont construit les maisons dans les terrains sur le terrain marécageux. Donc, je ne vois pas pourquoi ça peut être impossible de bâtir un autre Congo, même lorsque tout va mal. C'est ça la capacité d'un homme. La capacité d'un homme, c'est de transformer les mal en bien. Alors, quand vous n'arrivez pas à transformer vos difficultés en opportunités, eh bien, vous avez arrêté d'être homme. Vous n'êtes plus des hommes. C'est malheureusement ce qui se passe au Congo. Quand vous entendez le discours du Premier ministre, il n'y a pas d'ambition dans ce discours. Le discours était ambitieux par rapport au contexte, mais le discours n'est pas ambitieux par rapport à la grandeur du pays. Et on l'a dit, mais lorsque vous entendez, le Premier ministre a parlé, il a fait son discours, mais lorsque le président de la République a parlé dans 5 minutes, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il a établi les problèmes comme il faut. Il a parlé d'un Congo qui doit être meilleur demain. Mais maintenant, le problème, c'est qui va matérialiser les rêves du président. La personne qui matérialise le rêve du président s'appelle le Premier ministre. C'est lui qui met la vision d'un président sur pied et ça commence à travailler. Je suis d'accord que la politique veut que le président revoie sa vision. Mais attention, il y a une différence entre la vision et les plans. Vous pouvez avoir le plan, mais si vous avez une belle vision, le plan peut être amélioré. Parce que personne ne refuse le surplus. Ici, c'est le problème de la difficulté de créer les surplus. Ce gouvernement prouve à suffisance qu'on ne peut pas aller au-delà de ce qui est déjà. Par contre, nous pouvons aller au contraire, nous pouvons aller au-delà de ce que nous avons déjà. Et tout est question de l'intelligence, tout est question de l'innovation, de la capacité des hommes et des femmes de décider un Congo meilleur. Par rapport à la rupture, j'ai comme l'impression que le gouvernement, regardez les remises et reprises qui ont été faites, et regardez les 2 premiers jours,
les 2 premiers jours de ces ministres. Moi, je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire, en fait, je vais dire pas extraordinaire, mais je m'attendais à avoir un changement de manière de faire les choses. Mais malheureusement, tous les ministres ont fait la même chose. Personne ne nous a encore donné l'évaluation de son cabinet. Jusqu'au moment où je vous parle, c'est vrai que l'État donne 30 jours, mais jusqu'au moment où je vous parle, aucun ministre n'a donné ses moyens. Il a présenté ses biens. Je suis d'accord, c'est les temps, ils sont encore dans les temps. On a donné 30 jours. Peut-être qu'ils vont le faire avant le 26e jour ou avant le 30e jour. Peut-être. Mais parce que la loi, l'article 90 de la Constitution, je crois 99 de la Constitution, dit clairement que les membres du gouvernement doivent présenter leurs biens. On parle même du premier ministre qui n'a pas lui aussi présenté le bien malheureusement. Je ne sais pas comment et pourquoi, mais il n'a pas encore présenté ses biens. Et les ministres, on attend qu'ils présentent le bien. Je le dis, je suis encore patient. On attend 30 jours parce que la loi dit 30 jours. Donc je ne peux pas les imposer maintenant à porter parce que jusque-là, ils sont encore dans le délai. Peut-être qu'ils sont en train de se performer, ils sont en train d'arranger, d'harmoniser certains points. Je suis d'accord avec eux. Mais on s'attendait à un changement. On s'attendait à quelque chose de nouveau. Mais malheureusement, je vais vous prendre 2 ou 3 ministères. Là où moi, je suis sidéré. C'est qu'ils font les mêmes choses que les autres. Je peux vous garantir, mes frères, ça fait 10 ans. Disons, ça fait 12 ans que je suis à la télévision. Que je suis en train de présenter les émissions à la télé, tout comme à la radio. Donc, ça va faire 12 ans que je vois successivement des ministres remplacer les autres. Mais curieusement, ils font les mêmes choses, mais ils s'attendent à des résultats différents. Je ne comprends pas. Albert, un grand penseur allemand, estime que c'est de la folie de faire la même chose plusieurs fois et prétendre avoir un résultat différent. Qu'est-ce que font nos ministres quand ils entrent en fonction? La première des choses à faire, ils vont d'abord dans les hôpitaux, ils vont dans les alimentations, ils vont dans les marchés, ils vont là où, entre guillemets, on considère qu'il y a de l'argent, ils vont là-bas, ils font le tour et puis après ils reviennent. Ce que moi j'appelle des excursions, malheureusement, des excursions. Aucun ministre n'a donné des chiffres exacts. Aucun ministre n'a évalué son ministère pour nous dire voici l'état dans lequel j'ai trouvé les ministères, voici le budget que j'ai trouvé dans le ministère, voici l'argent que j'ai trouvé dans la caisse du ministère, voici les personnels, le nombre du personnel que j'ai trouvé dans le ministère, voici, personne ne le fait. Ils se précipitent pour la plupart des cas à faire des déclarations. On ne peut pas gouverner un pays que par des déclarations. Les déclarations sont bonnes, mais quand ça devient de trop, c'est compliqué maintenant. Nous voulons avoir un gouvernement qui travaille, pas un gouvernement qui s'évertue dans les déclarations stériles. Les promesses, c'est pas ce qu'on a manqué dans ce pays. On n'était pas en crise des promesses. Le Congo est un pays obèse des promesses. Si les promesses étaient un critère de développement, on serait beaucoup plus que les États-Unis. Si les promesses étaient pour nous du coltan ou du cobalt ou un indicateur du développement, croyez-moi sur parole, la Chine allait venir apprendre chez nous. Croyez-moi sur parole, les États-Unis allaient apprendre au Congo si les promesses étaient un facteur de développement. Le peuple congolais a attendu longtemps ce gouvernement. Il a entendu très longtemps des discours, des promesses, et ça devient dangereux. Moi, ce qui m'a fait mal, mes frères, aujourd'hui, le matin à la radio, je suis le nouveau ministre de la Santé. Il vient de l'UDPS. J'ai un cœur qui saigne. Je pouvais tout imaginer, sauf ça. Monsieur le ministre vient nous dire à la télévision que la technologie qu'il a trouvée à l'hôpital des cinquantenaires, on n'a pas besoin d'envier l'Europe, on n'a pas besoin d'envier l'Inde. Sans manquer du respect à l'excellence, ministre de la Santé, c'est du mensonge. Et c'est très grave quand on arrive à mentir au sommet de l'État. Ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne sait pas, qu'on est en train de dire, c'est qu'on est en train de dire que M. Kabila, on n'avait pas besoin de l'attaquer. Parce que l'hôpital des cinquantenaires, je vous dis que c'est un éléphant blanc. Mais quand quelqu'un qui a combattu le système revient pour dire qu'il y a des choses, la technologie qui est dans cet hôpital est mieux que n'importe quelle autre technologie, et qu'il va dire plus loin, il ne dit pas que c'est mieux, mais il dit on n'a pas envié, on a tout ce qu'il faut dans cet hôpital des cinquantenaires. J'ai mal au fond de moi. Je pouvais entendre ce discours des gens du FCC, mais pas ceux qui ont combattu le régime. Parce que pourquoi vous l'avez combattu si vous estimez que l'hôpital était meilleur? Mais on l'a longtemps combattu parce que le système médical était précaire. Est-ce que vous oubliez qu'une femme
a été tué dans cet hôpital simplement parce qu'il y a eu un problème d'accueil. Si vous voulez que je vous cite le nom, elle s'appelle Ngwanda. Cette fille est morte là-bas. Elle est venue mettre au monde. Elle est décédée là-bas. Elle est décédée pas parce qu'elle était malade, non, mais parce qu'il y a eu un problème de communication. Elle a bu ce qu'il ne devait pas boire. Elle ne devait pas boire. Voulez-vous me dire que lorsque le ministre de la Santé de l'époque est allé là-bas et qu'il a été giflé par un officier, par un monsieur, je ne sais pas moi, un Indien là-bas, vous allez me dire que cet hôpital était équipé? Bon, si l'hôpital était équipé, quel est le cas de ce garçon, ce joueur? Je crois de Vita ou je ne sais pas moi. Où est-ce que j'ai mis son nom encore? Jacques, c'est Makusu. Juste pour un problème de fixer son os. Il a fait le tour de tout Kinshasa. Il n'y avait pas un problème. Il n'y avait pas de solution. Cet hôpital-là était incapable de lui fixer l'os jusqu'à ce que le monsieur devait être transféré. Mais frère, pourquoi on va tromper les Congolais à ce point? Si l'hôpital cinquantenaire était un hôpital d'État, était un hôpital équipé, on n'aurait pas les voyages de nos cadres. D'abord, les propos du ministre sont contradictoires. Il dit non, on ne va plus envoyer nos cadres parce que de toute façon, nous allons mener des politiques pour améliorer les choses. Ça, c'est encore des promesses vagues. Comment vous allez le faire? Ça, on ne nous dit pas. 4 autorités sur 5, quand ils sont malades, ils vont à l'étranger. Parce qu'ici, il y a des problèmes. Mais je suis sidéré d'apprendre que l'hôpital des cinquantenaires a une meilleure technologie qu'on ne peut pas envier l'Europe, qu'on ne peut pas envier l'Inde. Mais pourquoi les gens vont se faire soigner en Inde? Pourquoi ils vont se faire soigner en Afrique du Sud et en Europe? Pourquoi ils ne le font pas ici à cette histoire de cet éléphant blanc? Il y a même un mensonge qu'il y aurait 3000 consultations par jour, ce qui n'est même pas vrai. Des ambulances qu'on ne voit que dans le parking. Il ne faut pas qu'on trompe le Congolais inutilement. Moi, je crois que c'est très dangereux pour un ministre. À qui voulait-il faire plaisir? Je ne sais pas. Je répète, je ne nie pas les compétences du docteur Eteni. C'est quelqu'un de très intelligent, de très pertinent, mais sur ce coup-là, monsieur a foiré. Il a foiré. Et je demande à l'excellence, monsieur le ministre de la Santé, de refaire la déclaration. Il ne peut pas dire ça. Parce que si nous regardons le problème du Congo aujourd'hui, le problème de la santé, moi, ce que j'attendais au ministre de la Santé, j'attendais autre chose. J'attendais l'évaluation. J'attendais, je crois les avoir énumérés quelque part. J'attendais que le ministre nous fasse une évaluation de son ministère. Où en sommes-nous aujourd'hui? 1. De 2, le ministre devait nous dire exactement combien de médecins sont opérationnels au Congo? Combien de personnes pour combien de médecins? Si nous faisons des statistiques, vous allez vous rendre compte que malgré le nombre que nous avons de médecins, mais ce nombre est insignifiant par rapport au nombre d'habitants. Notre démographie, notre poids démographique absorbe le nombre de nos médecins. Faites un tour. Le ministre n'est pas un ministre de Kinshasa. Non. Le ministre n'est pas un ministre de Kin. Le ministre est le ministre national. Il ne peut pas se focaliser qu'on a 2-3 hôpitaux na Kinshasa. Bongo na Bongonde, bongo na Bongandanga, bongo na Vichumbi, bongo na Ruchuru. Quelle va être la politique que le docteur Eteni va mener? Ça va être quoi sa distinction? Il y a combien de politique on a? Il faudrait combien d'habitants pour combien de médecins ou combien de médecins pour combien d'habitants? Ça va être important pour nous de le savoir. Combien de pédiatres nous avons? Combien de neurologues nous avons au Congo? Est-ce qu'il y a un tableau où quelqu'un peut venir, peut dire, bon, je veux voir le nombre de ministres que nous avons, pardon, le nombre des urgentistes que nous avons, le nombre de neurologues que nous avons, le nombre de pédiatres que nous avons? Combien d'hôpitaux de référence nous avons? Avant d'avoir un nombre, pour parler de l'hôpitaux généraux de référence, vous devez d'abord savoir la démographie qui se trouve dans ce terrain-là. Vous avez combien d'habitants dans un coin? Et à ces nombres d'habitants, vous allez calculer, faire des calculs pour voir combien de médecins il faut affecter là-bas. Et c'est à vous maintenant d'apprécier. Est-ce qu'il faut dans ce coin un hôpital général de référence? Est-ce qu'il faut un centre de santé? Est-ce qu'il faut un dispensaire? Est-ce qu'il faut une zone de santé? C'est à vous de classifier ces choses-là. Nous devons savoir, et je crois rappeler à plusieurs Congolais ici, souvenez-vous que le médecin congolais, ils ont grévé. Il n'y a pas longtemps, les médecins ont grévé. Des jeunes médecins qui ne sont pas mécanisés, mais qui travaillent tous les jours. Cette situation est terrible. On est tous d'accord que le traitement de médecins, c'est l'État qui s'en charge. Le soin de santé des gens, en principe, ce sont les mutualités qui s'en occupent. Aujourd'hui, le ministre de la Santé doit nous dire combien de mutualités avons-nous? Comment il va le faire pour avoir une couverture universelle?
une couverture médicale universelle. Par où nous allons commencer? Comment nous allons faire? Est-ce que nous allons faire des mutualités par rapport au secteur? Par exemple, la fonction publique, une mutuelle ou une mutualité de la secteur, du secteur de la fonction publique, les enseignants, les magistrats, est-ce qu'on va aller comme ça en termes de coopérative ou on va aller en termes d'une sorte d'universalité? Ça, c'est le plan que le ministère de la Santé doit défendre dans un conseil des ministres et essayer de voir ce qu'on va faire. Mais moi, je suis sidéré de voir j'ai l'impression qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire un changement. Parce que ce que le ministre Eteni a fait, c'est ce que les autres ministres avant lui ont fait. On est ministre, bon, on va faire le tour des hôpitaux, on va aller à l'hôpital de référence, on va aller dans 2, 3, 4 hôpitaux, et puis on revient et on fait un discours, et puis finalement c'est fini. Mais ça, on a déjà vu. La rupture suppose un autre vademecum, une autre méthode. Il faut changer la méthodologie de travailler. Il faut rentrer dans la profondeur de la question. Nous avons, nous, un problème aujourd'hui. Je veux le dire. Le problème que nous avons, c'est que le ministre doit d'abord comprendre son secteur. Il évolue dans quel secteur? Quelles sont les difficultés de son secteur? Comment les autres ont travaillé? Vous avez parlé de la question d'Ebola. Mais il n'y a pas qu'Ebola comme maladie, comme épidémie. Il y a beaucoup d'épidémies. Il y a la rougeole, il y a la varicelle. Il y a beaucoup d'épidémies qui sont déjà il faut prévenir. Il y a des maladies infantiles. Il y a la mortalité aujourd'hui des femmes enceintes, des femmes qui vont donner naissance, qui meurent tous les jours. C'est lié aux équipements de nos hôpitaux. C'est lié aussi à la qualité du personnel soignant. C'est aussi la qualité de l'accueil. C'est beaucoup de choses. Mais non, comment le ministre va régler le problème de la santé? La santé a moi je crois que la santé peut avoir deux grands facteurs. Il y a le facteur de la prévention, il y a aussi les facteurs curatifs ou de méthodes curatives. Mais on peut injecter beaucoup plus d'argent dans la méthode préventive. Le ministre doit avoir un cahier. On ne gouverne pas un pays par hasard. Excusez-moi, on ne gouverne pas un pays par hasard. Il n'y a pas que le ministre de la Santé, parce que le temps me manquera pour vous parler des autres ministères. J'ai vu Mme Néné Nkoulou, elle aussi faire la même chose. Distribuer des brevets par-ci, des brevets par-là. Le problème, ce n'est même pas là. Nous avons un problème endémique. Le problème, il est le problème, il est systémique. Le problème est dans l'âme, dans la structure de notre gouvernance. Nous devons aller attaquer le problème dans la structure de notre gouvernance. Et chaque ministère, comme l'a dit le président, chaque ministère doit évaluer son secteur. Être en mesure de dire aux Congolais, voici comment je trouvais la question. Voici la problématique. Voici le travail qui avait déjà été fait. Parce qu'il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège de tout refaire. Non. Il y a certainement des choses qui ont déjà été faites, en bien ou en mal. Mais il y en a quand même eu déjà. Nous devons améliorer ce qui n'a pas été fait. Mais maintenant, travailler pour que ce qui n'a pas été fait le soit. Mais quand je suis en train d'écouter certaines déclarations de nos ministres, j'ai comme l'impression qu'ils ne comprennent rien. On dirait qu'on vit dans un pays où tout est bien fait et que, bon, on ne va pas beaucoup travailler. Pourtant, ce pays est à refaire. Mes frères, lorsque vous regardez le développement de la Chine, lorsque vous regardez certains pays se développer, vous avez l'impression que notre pays, nous faisons des efforts de nous acculturer, on fait des efforts d'aller vers le sous-développement. Pourtant, nous avons un défi. Arrêtez-nous les spectacles de vos déplacements spectaculaires. On en a vu. On a vu ça. Des ministres qui se déplacent pour aller dans les usines. On a vu ça. Un ministre d'industrie. Vous êtes ministre de l'industrie. Votre premier travail, c'est d'aller dans les industries. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que vous allez dans les industries faire quoi? Ce que vous êtes en train d'aller faire là-bas, vous pouvez les régler dans une étude. Faites un état des lieux. Faites un état des lieux. Faites une évaluation. Soyez en mesure de dire aux gens, voici ce que j'ai trouvé dans ce pays. Voici ce que j'ai trouvé dans votre ministère. Le ministère des Affaires foncières, par exemple, parlons-en. Vous avez entendu le discours ici, cette rumeur ou cette vérité, je ne sais pas moi, cette info qui court. On a un ministre des Affaires foncières, il y a qu'à la dossier, ainsi de suite. Pourquoi avait eu un dossier? Ceux qui ont dossier, ils allaient qui numériser. Comment il allait le voler? Avec un dossier physique, parce que vous n'avez pas numérisé la chose. Il n'y a pas eu une sorte de technologie pour qu'on comprenne que le dossier physique, il faut une sorte d'exemplaire, mais le dossier, il faut garder quelque part au Moudago, au Souté.
malheureusement. Même lorsque votre numérique est géré, vos serveurs sont gérés dans Rwanda. Alors je me dis, comment ça va aller? Non, mes frères, j'ai comme l'impression que nous ne savons, on fait un effort de ne pas comprendre. Ministère et Affaires foncières. Ministère des Affaires foncières doit nous dire quel est l'état. Quel est l'état de notre terre? Quel est l'état de son ministère? Il est à quel niveau? Le ministère de l'Habitat doit nous dire combien de maisons et de domaines publics combien ont été hypothéqués, combien ont été spoliés, combien ont été vendus. On doit avoir un état des lieux. Mais vous allez vous rendre compte que personne ne fait le travail comme si on était dans une sorte d'urgence. On travaille comme si tout était bien, comme s'il n'y avait aucun problème. Vous savez comment, par exemple, en France, un ministre de l'Industrie, à côté de la France, lui, il peut aller voir les industries, il n'y a aucun problème. Parce qu'il y a une structure déjà bien avant. Mais pas chez nous. Nous, c'est différent. Nous, c'est différent. Nous, vous trouvez un pays pratiquement en lambeaux. Nous sommes en train de vivre dans un pays qui est en train de suffoquer. Un pays en train de perdre la vitesse. Et nous ne devons pas nous attarder à faire comme si on était dans la condition morale madame. Je prends quelques points. Je propose au ministre, parce que j'estime que ce n'est pas encore trop tard. Je propose au ministre de la Santé, chère Excellence, posez des actes qui vont rester dans la mémoire collective. Ne faites pas des excursions comme vous êtes en train de penser le faire. Je n'attaque nullement votre capacité de réflexion, nullement votre capacité de faire mieux les choses. Je ne dis pas que vous êtes incompétent, pas du tout. Seulement, j'estime que le choix que vous avez fait n'est pas le bon. Mais je suis aussi conscient et convaincu que vous pouvez faire mieux si vous le voulez. Le peuple congolais n'a pas besoin de vous voir dans les hôpitaux justement pour aller faire un constat. Un ministre ne fait pas de constats et vous le savez mieux que moi. Vous êtes l'autorité du département en question. C'est donc à vous de savoir, quand vous descendez, quelles sont les mesures que vous prenez. Et je suis convaincu qu'aucun hôpital n'est à la hauteur des ambitions de la RDC. Et vous le savez très bien. Donc je crois que ici, ce que vous devez faire mieux, c'est de revenir d'abord, dire aux Congolais, je vous propose ceci, organiser une conférence de presse. Le ministère de la Santé est un ministère de priorité numéro 1 dans un pays comme le nôtre. Dans un pays où nous n'avons pas de frontières, où tout rentre comme on veut, où les produits périmés entrent dans notre pays, où la jeunesse est totalement inféodée par l'alcool, et ça donne à l'alcool, il y a des craintes que 30 ans plus tard, que vous ayez une population estimée à autant de pourcentage affectée dans la maladie à poumon, affectée dans la cirrhose de foie, affectée dans le cancer, affectée dans le problème de rein. Parce qu'ils ont bu, ils ont mangé des choses qu'il ne fallait pas mais là, parce qu'il n'y avait aucune politique de la santé publique ou de la qui mise en place. Nous attendons de vous une politique de santé publique coercitive et révolutionnaire. Présentez-nous un plan de prévention qui va prendre en compte la diffusion de spots publicitaires, de campagnes de sensibilisation, d'enseignement, d'intégration, pour dire aux Congolais comment ils doivent faire, comment ils doivent manger, comment ils doivent s'habiller, qu'est-ce qu'ils doivent mettre, qu'est-ce qu'ils doivent manger, tout ça, ça doit rester, qu'est-ce qu'ils doivent boire, comment ils doivent utiliser leur hygiène, parce que c'est important de prévenir les gens que de les laisser pour aller les guérir. On dit bien en français, vaut mieux prévenir que guérir. Vous perdez beaucoup d'argent en guérissant les gens qu'en les prévenant. La prévention, elle est beaucoup plus importante. Mais quand vous ne l'avez pas prise au sérieux, eh bien, rassurez-vous d'une chose, vous allez payer beaucoup dans l'épidémie, dans la bloc comme ça. Donc, je crois que vous devez mener une politique comme ça. Mais deuxièmement, vous devez cibler les hôpitaux de référence. Dans chaque province ou dans chaque entité, les hôpitaux de référence, regardez l'état dans lequel ces hôpitaux se trouvent. Là, c'est un travail en aval. C'est que vous avez déjà fait un travail en amont. Vous essayez de voir. Aujourd'hui, sur votre table, vous avez combien d'hôpitaux de référence que les Belges ont laissés, que Mobutu a laissé, que Kabila Joseph a laissé. Combien d'hôpitaux ont été construits. Et vous essayez maintenant de voir quel est le besoin de ces hôpitaux-là. Est-ce qu'ils ont un besoin du rééquipement ou des équipements, pardon? Est-ce qu'ils ont un besoin du personnel qualifié? C'est à vous maintenant de voir. Et vous devez être un ministre qui peut être en mesure de nous dire
Combien de médecins on a au Congo pour 80 millions d'habitants? On a combien de médecins? Aujourd'hui, on estime le nombre d'enfants à 10, 15, 20 millions. On parle même de 30 millions d'enfants au Congo. Si nous parlons de 30 millions d'enfants, monsieur le ministre, combien de pédiatres avons-nous pour 30 millions d'enfants? Aujourd'hui, si vous posez la question au docteur Bidi Bidi, le spécialiste en termes de neurologie, je crois, qui s'attaque au problème de folie et tout, si vous lui posez la question combien de fous nous avons au Congo, parce que les fous sont des citoyens congolais. Les fous sont des citoyens congolais. Ils doivent la santé. On leur doit la santé. Vous posez la question au professeur Bididi. Le professeur Bididi peut vous dire aujourd'hui combien de fous nous avons au Congo. Si on peut le répertorier. Et c'est en ce moment-là que vous saurez combien de fous pour un médecin spécialisé dans le domaine ouana. Nos hôpitaux de référence, il y a Mitou, il y a Batuamitou. Et ça, niveau à combien? Monsieur le professeur, monsieur le docteur Eteni, vous devez être en mesure de savoir le taux de la croissance anémique. On a combien de gens qui souffrent de l'anémie? Vous devez être en mesure de nous dire, en 2035, combien d'anémiques on aura? Quelle est la politique qu'on va mener pour diminuer le taux anémique, SS, et ainsi de suite? Comment on va le faire? Les handicapés, les personnes vivant avec handicap qui souffrent. Parce qu'il y a des gens qui sont valides, qui souffrent, oui, mais il y a d'autres qui n'ont pas de moyens, mais qui sont handicapés. Comment vont-ils faire? Les enfants qui attrapent des maladies, il y a OEB, Misu, Nabomouana. Quelle est la politique que vous avez pour sauvegarder ces enfants-là? Aujourd'hui, il est prouvé que le Congolais, au moins un enfant sur 5, perd sa vue dans le niveau de l'hôpital. Parce qu'il y a une maladie qui n'a pas été prise en charge. Déjà, au niveau de l'hôpital, l'enfant perd la vue. Beaucoup d'enfants ont perdu un membre de leur corps, comment handicapés, non pas parce que Botami Bongo, non, ils sont nés comme ça, mais l'incapacité d'une prise en charge, comme dans la déformation. Comment un ministre peut régler ce problème-là? Voici les questions qu'on attend de vous, cher ministre. On n'attend pas de vous des excursions, dans les hôpitaux, ainsi de suite. Nous attendons de vous des politiques correctes. Vous allez nous excuser, il y a l'électricité qui est partie dans notre boîte, donc la climatisation ne peut pas fonctionner. Vous allez excuser. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on peut régler la chose. Cette question de santé, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses, il faut en parler. Combien d'infirmiers nous avons au Congo? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut devenir médecin. Et il y a un autre problème, monsieur le ministre. Il y a la problématique de la médecine traditionnelle que vous ne devez pas laisser tomber. Que sous votre gouvernance, sous votre gestion, nous devons voir que la médecine traditionnelle est reconsidérée. Vous ne pouvez pas faire évoluer votre médecine moderne sans la médecine traditionnelle. Donc, vous devez prendre en compte la question et la complexité de la médecine moderne. Si vous tournez le dos à la médecine moderne, vous ouvrez la porte aux charlatans et vous avez livré tous vos Congolais, tous les Congolais dans l'automédication. Aussi longtemps que l'hôpital sera cher au Congo, aussi longtemps que l'accès à la santé sera une chose qu'il faut prier pour aller à l'hôpital, mesdames et messieurs, rassurez-vous d'une chose, les médecins traditionnels, entre guillemets, ces charlatans-là, eux et les églises deviendront des hôpitaux. Les gens vont cesser d'aller se faire soigner dans les hôpitaux parce qu'il fait trop cher, ils vont se rabattre dans les églises, et ils vont se rabattre auprès de ces petits commerçants qui sont à Balabala. Ne pensez pas que tous ceux qui vont prier à l'église pour que nous ayons une maladie Nabango, ne pensez pas que ce sont des gens qui ont seulement la foi. Pour la plupart des cas, ils n'ont pas d'argent. Voilà pourquoi ils se rabattent à la prière. S'ils avaient l'argent, ils ne seraient pas allés là-bas. Je ne dis pas tous, parce qu'il y a des gens aussi qui ont beaucoup d'argent qui demandent la prière. Mais en tout cas, si vous regardez dans la majorité, il y a des gens qui vont là-bas simplement parce qu'ils n'ont pas d'argent. Tous ces gens qui se rabattent dans la tradition praticien, c'est parce qu'aujourd'hui, la consultation est beaucoup plus chère. Si déjà pour parler à un médecin, il faut que je paye $20, pour juste parler avec lui, $20. Si une petite ordonnance pour une petite maladie, il faut que je dépense 120 000 francs. Rassurez-vous d'une chose, je choisis Racine. Et ton amélie yango, naoki mutu pas si c'est bien et biki, mais teneur ya kisi wana et qui supportait barin ngate et bébé si barin. Na biki na mutu, mais na beli na barin. Alors quand on est un gouvernement sérieux, on réfléchit par rapport à biloko wana. S'il vous plaît, on attend de vous beaucoup de choses. On attend de vous beaucoup de choses. On attend de vous un service de santé de qualité. Nous attendons de vous
une sorte de mutualisation de soins de santé et ou secteur par secteur et ainsi de suite comme vous voulez. Vous devez nous dire exactement combien de partenaires internationaux aident le ministère de la Santé. Combien de partenaires internationaux combien de bailleurs de fonds il faut qu'on se le dise. Donc voilà un peu, mesdames et messieurs, ce dont j'allais parler pour Bande Konabiso. Il y a santé. Je crois qu'on aura peut-être le temps d'en parler encore une fois prochainement. Merci beaucoup d'avoir été nombreux. Ma question d'aujourd'hui, c'est que le gouvernement, moi, vous avez encore, mon appui pour l'instant. Mais quand il y aura un problème, rassurez-vous, de toute façon, je le dirai. Que vous soyez de l'UDPS, que vous soyez des CASH, que vous soyez du FCC, si j'estime que quelque chose n'a pas été bien fait, je vous le dirai que ça n'a pas été bien fait. Puisse Dieu vous bénir tous. Abonnez-vous très massivement, partagez nos vidéos, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Polosa esimba lisute po makambo na moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi bake musika. Donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut te place no awe za susute ah oyoki allez quitter Polosa oli na bacha bani na kale na lomo na kekuna là va ah on nous a mis dans la range na Maman Coquette, ah ouais, ni au Yumikaka. vraiment. Qui ça? Et en plus, na yoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo commis partout dans l'Europe. Maman Coquette, ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles, et puis base la mission éthique toujours Londres, en Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.